Alors je vais commencer par remercier les organisateurs qui ont accepté cette contribution d'histoire du droit dans un colloque rempli de positivistes. Je vous remercie donc grandement. Alors, risque climatique, ici, on est bien sur du risque climatique et pas au sens moderne, donc on n'est pas encore dans les changements climatiques, c'est un risque qui existe de tout temps, il y a toujours un risque climatique de toute façon. Donc c'est ici voir comment, dans le Lyonnais du XVIIIe siècle, on a intégré ce risque climatique. Alors au départ, j'avais une ambition assez large de travailler sur les contrats de la commande publique, et le temps imparti de 15 minutes m'a contrainte à le réduire à un champ beaucoup plus strict des travaux publics, puisque ce sont les premiers concernés par ces risques climatiques. Donc pourquoi Lyon? Parce que j'ai fait ma thèse à Lyon, évidemment. Lyon donc, est une ville qui est cernée à l'est par le Dauphiné, à l'ouest par la colline de Fourvière, et au nord, il y a le Franc lyonnais, au sud, le Rhône et la Saône. Donc c'est une ville qui est enfermée, et en plus, il y a 2 cours d'eau dans cette ville, dans cette belle ville, ce qui fait qu'elle est assez sujette aux aléas climatiques. En raison d'un vieux conflit avec l'archevêque et les comtes de Lyon, sa population n'est pas répartie équitablement sur le territoire, mais elle est concentrée justement entre ces 2 cours d'eau, ce qui rend cette population extrêmement sensible aux montées des eaux qui arrivent encore assez régulièrement. Catastrophe naturelle donc, dont est victime la population lyonnaise. Le risque dont il sera ici question sont les risques liés à ces cours d'eau, sont assez classiques, ce sont les inondations et les débâcles des glaces. Lorsque les eaux gèlent, à la dégel, il y a des glaces qui vont être emportées par les courants. Les conséquences sont multiples, mais donc je vous l'ai dit, ce sont les conséquences sur les ouvrages publics, les travaux publics qui vont ici m'intéresser. Alors à titre d'exemple, il y a une inondation en février 1711 qui emporte le pont volant de Bellecour, et il y a la débâcle des glace du Rhône en décembre 88 pour traverser tout le XVIIIe siècle, qui fait des dégâts également au nouveau pont qui a été construit sur le Rhône quelques années plus tôt. Les administrateurs lyonnais, donc le consulat, c'est Prévôt-des-Marchands, 4-Échevins, une municipalité assez réduite, qui essaye d'intégrer dans les marchés publics des clauses qui vont venir encadrer les conséquences juridiques pour les travaux publics de ces risques associés à ces catastrophes. Le risque est avéré, il y a encore des inondations assez régulières au XVIIIe siècle, et donc ils vont intégrer des clauses spéciales dans ce que l'on appelle un devis, et plus spécifiquement dans les cahiers et les conditions générales de celui-ci. Alors un devis ressemble au devis moderne, mais c'est vraiment un document juridique avec des clauses juridiques dans ce document. C'est la seconde partie du devis, donc les conditions générales, qui vont nous intéresser, puisque ce sont elles qui vont contenir l'ensemble des obligations des 2 parties, la ville et l'entrepreneur. Sur la question de la garantie des ouvrages, on a un auteur lyonnais assez fameux, pour les historiens en tout cas, Prodroyer, donc qui est l'auteur du Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, qui affirme qu'il y a peu de matières où les principes soient moins précis, où les moyens de décider soient plus arbitraires, où les lois et les préjugés soient plus dispersés. Cette analyse est absolument fondée, et il y a différents cas de figure qui apparaissent dans la ville de Lyon. Il ressort tout d'abord de la doctrine et des marchés de travaux publics lyonnais que lorsque l'accident est un cas fortuit, personne n'en est tenu parce que toute la prudence humaine ne peut prévenir ces sortes d'événements. C'est ce que l'on verra dans une première partie. Toutefois, cette affirmation doit être tempérée, sinon cette intervention aurait assez peu d'intérêt. Le développement de l'administration des ponts et chaussées au XVIIIe siècle fait évoluer les contrats, et les cas fortuits extraordinaires vont être progressivement indemnisés. C'est ce que l'on verra dans une deuxième partie, et je m'excuse, je suis historienne, il y aura donc 3 parties. Par-delà les seuls contrats, une étude pratique de la vie du marché va nous montrer que finalement le consulat lyonnais tend à indemniser les entrepreneurs, même en l'absence de toute disposition contractuelle qui viennent encadrer les risques climatiques, voire même parfois contre les dispositions contractuelles. Donc première partie sur cette exclusion de dédommagement.
Avant tout développement, il est important d'apporter quelques précisions terminologiques, puisque le vocabulaire et les théories de l'ancien droit ne sont pas les mêmes que celles du droit positif. Tout d'abord, il n'y a pas de distinction entre les expressions de cas fortuit et de force majeure. Elles s'emploient indistinctement pour désigner, selon la formule de Des Essarts, ce qui arrive par un pur effet du hasard et ce qui peut arriver à un homme le plus prudent, un événement extraordinaire et qui ne pouvait humainement être prévu. C'est ce qui arrive par la force majeure. Il en donne quelques exemples: le tonnerre, la grêle, la tempête, les tremblements de terre, l'irruption d'un volcan, les débordements des eaux, la débâcle, l'incendie, l'attaque de l'ennemi et les voleurs. Alors, en droit positif, il y a une distinction entre force majeure et cas fortuit. C'est sûr, force majeure, c'est externe, les causes sont externes, lorsque pour les cas fortuits, la cause est interne. L'impossibilité de réaliser le contrat est interne. Ensuite, les actes de la pratique, mais également les textes et les arrêtistes n'emploient pas le terme d'imprévision ou de suggestion imprévue. C'est encore une fois les expressions de cas fortuit et ou de force majeure qui vont être utilisées. Là encore, en droit positif, force majeure et théorie des suggestions imprévues se distinguent par les conséquences de l'événement sur la réalisation du contrat. La première ne permet pas la poursuite du contrat lorsque la seconde le permet. Donc pour reprendre, en droit positif, il y a 3 théories qui viennent encadrer les difficultés d'exécution ou d'inexécution en raison de circonstances extérieures aux parties, le fait du prince, l'imprévision et la force majeure. L'ancien droit n'en connaît que 2, la force majeure et le fait du prince, mais cette dernière n'est pas une théorie indépendante au XVIIIe siècle, c'est un cas de force majeure qui plus est, qui ne nous intéressera pas ici, puisque ce n'est absolument pas un risque climatique. Au début du siècle, une clause du devis prévoit explicitement l'absence de toute indemnisation en cas de risque climatique de force majeure. Parce que les débordements et les débâcles des glaces sont imprévisibles, personne n'en est garant de droit et la garantie n'est due que quand elle est expressément stipulée. C'est une règle générale en matière de droit des contrats et il y a donc dans les adjudications lyonnaises au début du XVIIIe siècle des clauses qui viennent explicitement exclure toute indemnisation à la suite de circonstances de force majeure. On trouve ainsi dans les conditions générales des devis une clause précisant que les entrepreneurs ne pourront prétendre aucun dédommagement pour quelque cause que ce soit, prévue ou non. Donc le caractère imprévu visant évidemment les cas fortuits et les cas de force majeure. Pourtant, dès 1711, les entrepreneurs estiment contre le consulat, contre la municipalité, que cette clause ne peut pas concerner les cas fortuits extraordinaires. On observe parallèlement que tout en excluant l'indemnisation, les contrats peuvent prévoir un assouplissement des obligations de l'entrepreneur en cas d'événements imprévus, par exemple allonger les délais de réalisation des ouvrages. Conséquence de cette exclusion de l'indemnisation par la municipalité, c'est le mécanisme de la caution qui va être amené à jouer dans ces marchés. La caution et son certificateur sont des mécanismes qui sont imposés par le pouvoir royal dès le XVIIe siècle dans les contrats de travaux publics. Les adjudicataires ont obligation de présenter une caution à la ville et la ville de n'accepter les entrepreneurs qu'à la condition qu'ils présentent cette garantie. Dans la ville de Lyon, le mécanisme de la caution est toutefois appliqué avec une grande liberté, puisque le consulat accepte autant la caution solidaire, que les obligations solidaires, voire même dans certains marchés, on peut voir des hypothèques. En plus de ces libertés, le consulat lyonnais est assez laxiste, puisque en 1753, on trouve une adjudication qui a été octroyée à un certain Chaudelet pour un terre-plein à réaliser au nord de la ville, et cette adjudication ne présente aucune garantie, il n'y a pas de caution. Adjudication qui a d'ailleurs rencontré quelques difficultés et qui a été annulée, l'entrepreneur ne pouvant plus réaliser les ouvrages. Vous l'aurez donc compris, l'objet de cette clause légale est d'assurer la garantie des ouvrages. L'entrepreneur et sa caution solidaire portent la responsabilité de l'exécution des travaux. Elle s'étend pendant toute la durée des travaux jusqu'à la réception
par l'ingénieur chargé de la conduite et de l'inspection. Ce mécanisme ne peut toutefois pas suffire et l'utilité publique attachée aux ouvrages justifie une évolution des prises en charge. La clause venant exclure toute demande d'indemnisation en cas de force majeure se fait de plus en plus rare et une clause venant prévoir l'indemnisation des entrepreneurs apparaît au XVIIIe siècle. C'est ce que l'on va voir dans une deuxième partie. Alors, l'évolution est progressive, évidemment, et elle se fait tout au long du XVIIIe siècle. Elle n'a émergé et elle ne s'est développée que sous l'impulsion de l'administration des ponts et chaussées, évidemment. Pour autant, à la veille de la Révolution, il n'existe toujours pas de clause type, et à l'inverse de la caution, elle n'est pas obligatoire. Alors, pour illustrer cette évolution, je vais vous présenter deux exemples. Le premier, c'est l'exemple du pont Bellecour. Donc, un nouveau marché d'entretien est passé, donc pont Bellecour qui traverse la Saône, et il est conclu à la suite d'une inondation du mois de février 1711. Et ce nouveau marché précise que le pont volant reste au risque des entrepreneurs qui sont garants de ces cas fortuits, mais il précise que les prévôts des marchands et les échevins sont tenus des cas fortuits extraordinaires. Il y a donc une distinction qui est opérée entre les cas fortuits, potentiellement le fait du prince, d'ailleurs, puisque c'est intégré dans la force majeure, et les cas fortuits extraordinaires. On a une liste exhaustive qui est dressée de ces événements dans le marché. Donc, ce sont les inondations, les débâcles des glaces, et on précise d'ailleurs des débordements des eaux semblables à ceux de février, qui seront également pris en compte. L'administration est donc chargée d'assurer l'entrepreneur contre les risques climatiques, et cette intégration est de plus en plus régulière, et on a vraiment le caractère extraordinaire de l'inondation qui va être pris en compte. Une simple inondation ne nécessitera pas une intervention du consulat. Donc il faut un cas fortuit extraordinaire. De la même façon, le contrat unissant en 1723 Drivon, Marmont et les édiles prévoyait que, bien entendu, s'il survenait pendant le temps du bail un accident imprévu, causé par des débordements extraordinaires ou des amas de glace, alors on prévoit l'imprévu, ce qui est quand même assez marrant, et si ces événements, ces débordements imprévus emportent le pont, l'entrepreneur n'en serait pas responsable et la reconstruction serait à la charge de la communauté. Second exemple avec les Remblais-Perrache. Donc Perrache qui est une entreprise au sud qui vise à agrandir la ville au-delà du confluent. Alors l'article 8 du premier devis qui avait été conclu en 1785 prévoyait dans son article 8 qu'en cas d'accident imprévu rendant absolument impossible l'exécution des ouvrages, le roi pourra décider de retirer les fonds et de suspendre l'entreprise. Alors la particularité ici, c'est qu'on a un semblant de force majeure, de la théorie moderne de la force majeure, mais qui est au profit du roi, qui pourra se retirer s'il y a un accident imprévu. Donc ce qui est une différence assez importante avec la force majeure moderne. L'adjudication qui est finalement passée ne le sera pas suivant ce premier devis, mais suivant un second, qui prévoit des conditions différentes, et l'article 15 prévoit le retrait de l'entrepreneur s'il ne peut plus continuer les ouvrages pour une cause d'absolue nécessité, donc au-delà des seuls cas de force majeure. Second exemple pour mes Remblais-Perrache, l'article 17 du devis de 1786 prévoit que si par l'effet de quelques crues subites ou autres forces majeures, il survenait quelques dégradations ou avaries considérables relatives aux travaux, il pourra en être ordonné par l'intendant ce qu'il conviendra. La suite de l'article précise que l'entrepreneur sera personnellement tenu responsable des dommages causés par sa faute. Il faut donc nécessairement en conclure que dans le cas contraire, l'indemnisation est de rigueur. C'est donc une contractualisation de la théorie des sujétions imprévues. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a une mise en œuvre de cet article 17 de ce devis, puisqu'il y a une débâcle des glaces que j'ai déjà mentionnée en décembre 88 et qui est l'occasion pour l'entrepreneur d'adresser une requête à l'intendant pour faire constater les dommages, et il obtient 3 800 livres d'indemnisation
pour les dégâts qui ont été occasionnés à l'occasion de cet accident. Par-delà ces clauses contractuelles, c'est surtout la vie des contrats qui nous apprend que cette indemnisation n'est pas rare et qu'elle existe en dehors justement de toute clause contractuelle, et c'est ce qui est particulièrement intéressant, et c'est donc ce que l'on va voir dans une troisième partie. Donc cette pratique, alors lyonnaise, mais qui peut s'observer également dans d'autres régions en France. C'est lorsque l'on s'intéresse à la vie des marchés et à la pratique des indemnisations que l'affirmation de Prost de Royer, suivant laquelle il y a peu de matière qui soit moins précise, où cette affirmation prend vraiment toute son ampleur parce qu'on se rend compte qu'il y a différents cas de figure qui sont possibles. La ville accepte généralement les demandes des entrepreneurs à la suite de ces catastrophes naturelles et elle consacre donc dans une certaine mesure cette théorie des sujétions imprévues, mais ce n'est pas nécessairement une indemnisation qu'elle va octroyer aux entrepreneurs et c'est ce que je vais essayer de vous montrer cette fois avec 3 exemples. Donc premier exemple, je reprends celui du pont Bellecour en 1711. Il y avait un premier contrat qui avait été conclu en 1709 et qui comprenait une clause excluant tout dédommagement pour quelque cause que ce soit, prévu ou non. Alors cette disposition n'empêche pas les entrepreneurs de demander à la municipalité une indemnisation à hauteur de 10 000 livres lorsque le pont est endommagé. Il estime que c'est un dédommagement légitime puisque les pertes ont été colossales. Alors, ils n'obtiennent pas cette indemnisation puisque la ville avait exclu cette indemnisation dans ce contrat. Par contre, ils obtiennent dans une certaine mesure gain de cause puisque les édiles vont consentir à la conclusion d'un nouveau contrat qui est extrêmement avantageux pour les entrepreneurs. Donc c'est une forme d'indemnisation ou en tout cas de dédommagement pour la perte, pour les dommages qui avaient été occasionnés au pont. Deuxième exemple, le terre-plein de Saint-Clair en 1755. Il y a un débordement des eaux du Rhône qui survient en juin 1755 et Deville, l'ingénieur de la Généralité, se transporte au nord de la ville. Il constate que la montée des eaux a considérablement fouillé et dégradé le terre-plein qui était presque achevé lorsque le débordement est survenu. Donc, témoignage que l'on retrouve dans le procès-verbal de visite. L'indemnité est fixée proportionnellement au prix total de l'adjudication de Gaillard, qui est le second adjudicataire du terre-plein, le premier étant Chaudelet, et il obtient 4 800 livres. C'est une indemnisation intégrale de son préjudice, ce qui est assez extraordinaire. La réparation est intégrale, comme on peut l'observer aujourd'hui en matière de sujétion imprévue. Alors le fondement qui est retenu, c'est la justice et l'équité, qu'on retrouve assez régulièrement dans les termes et dans les délibérations consulaires lorsqu'elle consent à des indemnisations. Alors cette compensation intégrale du préjudice à tout d'exceptionnel, c'est assez rare de l'observer dans les marchés lyonnais et donc assez rare en tout cas pour être soulevé. Troisième exemple, la concession de Saint-Clair. Donc on est toujours au nord de la ville. Gaillard a obtenu sa compensation intégrale, mais les concessionnaires du même lieu, pour la même cause, n'obtiennent, eux, que la prolongation de leur contrat, sans que les mesures coercitives qui figuraient dans la concession ne soient mises en vigueur. L'extension du délai est finalement le minimum auquel peuvent prétendre les entrepreneurs de la ville en l'absence de toute disposition contractuelle, mais surtout cette extension est systématique si aucune faute ne peut être imputée aux entrepreneurs, que ce soit pour le risque climatique ou pour le fait du prince. Dans un souci de justice et d'équité, et alors même que le contrat peut contenir des clauses imposant sous peine d'astreinte de réaliser les travaux sous un certain délai, le consulat allonge les délais de réalisation en cas d'événements de force majeure venant perturber la réalisation de l'ouvrage et ou l'économie du marché. Pour conclure rapidement, la règle suivant laquelle la garantie n'est due que lorsqu'elle est expressément stipulée n'a plus de réalité pratique en matière de contrat de travaux publics déjà au XVIIIe siècle, lorsque survient une catastrophe naturelle. Si la règle demeurait le principe du non-dédommagement, les contrats étant conclus dans l'intérêt public et l'utilité générale, leur poursuite serait inévitablement mise en péril par la survenance de ces risques. La ville s'attache donc, sans nécessairement indemniser
les entrepreneurs à assurer la poursuite d'exécution, alors même que les mesures palliatives peuvent être en contradiction avec les clauses contractuelles. Et je pense que je vais m'arrêter là, même si j'avais un autre exemple à vous fournir. Merci beaucoup.